Nous sommes en République démocratique du Congo. Vous êtes là sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. C'est notre émission. Aujourd'hui, nous sommes venus faire l'entretien avec Madame Ernestine Nyoka. Vous la connaissez très bien parmi les têtes pensantes de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Elle est présidente d'un nouveau parti politique, un nouveau bébé, CPD, Congrès de Patriotes Démocrates. Elle est là avec nous, Madame Ernestine Nyoka. Soyez le bienvenu. Merci, merci M. Delphin, merci pour votre invitation. Votre parti est au sein de la MOUCA, de l'FCC, de l'Union Sacrée. Vous êtes de quel bord? Notre parti soutient la vision du chef de l'État. Quand bien même aujourd'hui, les voix s'élèvent, les discussions autour de la question de l'Union Sacrée, les gens nous disent que nous ne sommes pas organisés. Mais nous disons, c'est la vision du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Le peuple au centre des préoccupations, c'est cela notre vision à nous, parce que nous soutenons celle du chef. Voilà, vous soutenez la vision du chef de l'État. C'est vrai, le chef de l'État vient de s'adresser à la nation. Le pays a de problèmes. Nous allons en parler parce que c'est la raison pour laquelle on est venu vous chercher comme l'un des leaders majeurs également dans notre pays. Vous avez eu à servir l'État. Alors, on aimerait d'abord savoir, parce que vous avez dit que vous soutenez la vision du chef de l'État, c'est quoi cette vision? Quelle est la vision que vous avez eue dans la tête en l'écoutant? Qu'est-ce que vous avez compris de sa vision? Nous avons compris que le chef de l'État met l'homme congolais au centre de ses préoccupations. Tout le programme autour de la question du développement, c'est au bénéfice de l'homme congolais. Lorsque le chef dit je veux que la paix règne à l'Est, je veux que la guerre soit éradiquée à l'Est, et à cause de cette situation de perturbation, à cause de cette insécurité, je peux aller à donner jusqu'au sacrifice suprême ma vie pour que le pays soit en paix. Eh bien, c'est ce souci-là qu'a le CPD. Le CPD se dit, c'est la vision du chef, c'est la vision de l'homme au centre. Et nous, on ajoute une autre donne à la vision du chef. Nous disons, il faut créer une classe moyenne. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la configuration en RDC, on a les plus nantis et puis on a les très moins nantis. Notre souci à nous, c'est la classe du milieu. Même lorsque le chef dit le peuple d'abord, c'est la classe-là qui est moins nantie, qui doit pouvoir monter aussi un peu d'échelon. Ne pas rester dans les trop moins nantis, mais monter jusqu'au plus nanti, c'est-à-dire qu'on n'est pas là simplement pour attendre que les grandes entreprises publiques vous embauchent. Il faut faire un effort pour que l'entrepreneuriat, cet esprit-là, puisse prendre de la place et de la valeur en RDC. Prendre de la valeur comment? Avec tout ce qui est métier. Ce qui peut faire la couture pour la couture, parce que tout le monde ne peut pas être versé simplement à l'université pour simplement réfléchir, mais il faut qu'il y ait des gens qui fassent de l'électricité, parce que nous devons avoir nos maisons suffisamment éclairées. Lorsque l'on fait des chantiers, nous devons avoir des maçons. Les maçons, il doit y avoir des électriciens, il doit y avoir des charpentiers, il doit y avoir des forgerons. C'est cette classe moyenne-là qui peut résorber le chômage. Et c'est cette classe moyenne-là qui peut aussi créer un peu une certaine circulation de la monnaie, une certaine circulation des richesses pour que les plus nantis puissent avoir des possibilités réelles pour vivre et les moins nantis puissent pouvoir monter d'échelon et avoir des possibilités réelles pour vivre. En fait, c'est une justice distributive des richesses. C'est non seulement une justice distributive des richesses, mais nous disons notre idéologie, c'est la social-démocratie. Votre idéologie, c'est la social-démocratie. Je précise que vous êtes présidente de ce parti CPD, Congrès de Patriotes Démocrates, parce que vous avez parlé de la
classes moyennes. Je suis le chef de l'État qui lutte également contre les inégalités sociales. Alors, Madame Ernestine Nyoka, vous avez à servir l'État, vous étiez vice-ministre du budget à l'époque du régime de Joseph Kabila Kabang, vous avez l'expérience. Pensez-vous que présentement, dans la vision des chefs de l'État, on peut relever ces défis, de valoriser ou soit de mettre en place une classe moyenne qui peut chercher à équilibrer entre les deux bords et aussi promouvoir l'entrepreneuriat pour absorber plutôt les chômages? Il est possible. Il est possible parce que tout va d'abord de pair avec l'instruction. Amener les enfants à l'école. Aujourd'hui, un accent particulier a été mis sur la gratuité de l'enseignement. L'article 43 de la Constitution. Et donc, les très moins nantis, aujourd'hui, ont la possibilité aussi d'amener les enfants à l'école. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos salles de classe sont bondées, parce qu'hier, ceux qui restaient à la maison par manque de moyens pour payer les minervols, aujourd'hui se retrouvent en train d'aller à l'école, en train d'avoir un enseignement si particulier. Ils sont bénéficiaires aujourd'hui, de plus en plus, les secrétariats qui ont en charge la question de ce qu'on appelle la formation professionnelle, parce que nous avons même dans le gouvernement un ministre de la formation professionnelle. C'est tout ce que je vous ai cité ici. Les écoles de métier, la menuiserie, la maçonnerie, la couture, la spécialisation. Donc, la spécialisation dans un métier qui vous donne droit directement à la vie, à l'accès à un métier qui ne vous demande pas d'aller simplement faire les jeux d'honneur dans une grande entreprise. Le même métier vous donne la possibilité de pouvoir devenir un petit entrepreneur, être autonome, d'avoir 2, 3, 4, 5, 6 personnes pouvant travailler avec vous et de créer réellement l'emploi, de créer réellement une stabilité entre les classes sociales. Les plus nantis ayant besoin des plus petits, mais les plus petits montant au niveau moyen parce qu'ils ont quelque chose de précis à faire. Alors, ces défis-là aujourd'hui, il est en train de faire relever. C'est vrai que c'est un début. Tout début a toujours été difficile. Vous avez vu comment le programme de la gratuité de l'enseignement a été émaillé de plusieurs difficultés. Bon, mais qu'à cela ou combattu peut-être par les catholiques et les autres. Non seulement, moi je ne voudrais pas dire simplement combattu, émaillé de difficultés. Émaillé de difficultés, c'est-à-dire que le programme lui-même de la gratuité de l'enseignement, pour qu'il réussisse, il doit avoir une base, un socle. Ça veut dire une couverture, un matelas financier. Ce matelas financier, une grande partie doit être donné par le gouvernement et évidemment d'autres apports extérieurs et d'abord par notre propre gouvernement. Le nombre que nous avons des écoles, même si nous sentons encore que c'est insuffisant, c'est déjà un grand nombre. Le nombre que nous avons des enseignants, c'est déjà un grand nombre. Parce que pas plus tard qu'hier, il y avait encore des enseignants plutôt, que nous avions appelés les NP, les non payés. Donc il fallait régulariser la situation et les nouvelles unités qui étaient encore non payées, donc il fallait régulariser la situation. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Lorsque vous pouvez faire passer votre micro-baladeur, parler avec les enseignants, vous allez vous rendre compte que hier, celui qui était non payé, aujourd'hui, est un peu sur la liste de ceux qui bénéficient d'un paiement parce que c'est un enseignant. Hier, l'enseignant qui avait un salaire assez modique, aujourd'hui, on a relevé la côte, bien qu'il reste encore beaucoup à faire, mais il y a une avancée. Ce sont ces enfants-là, cette jeunesse dont on s'occupe aujourd'hui, qui sera l'animateur des différentes institutions, des différents métiers, un entrepreneur dans plusieurs choses. Ce sont ceux-là qui vont pouvoir effectivement prendre les commandes de l'État. Mais il faut s'en occuper. Alors, Madame Ernestine Nyoka, c'est une question de curiosité parce que votre parti vient de
certains nouveaux PPA sur la classe politique, également avec le parti de Matata Pogno, LGD. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez nous aider un peu, parce que vous êtes une femme. Aujourd'hui, c'est rare de voir une femme présidente d'une partie, disons d'un parti politique. Alors, votre offre nouvelle que vous proposez à la classe politique congolaise, si le chef de l'État aujourd'hui vous fait confiance, est-ce que vous n'allez pas le décevoir? D'abord, il faudra savoir qu'il n'y a pas très peu, bon, peut-être par rapport aux partis constitués par des hommes, le nombre est un peu, on va dire, amendé par les partis des hommes. Mais curieusement, il y a beaucoup de partis politiques qui sont faits par des femmes, chefs de partis politiques. Je dois vous révéler, même si nous avions fait une sortie officielle que pour dire, nous les femmes, chefs des partis politiques, nous adhérons à la vision du chef de l'État et nous allons le soutenir. Nous sommes prononcés pour un second mandat. Les femmes chefs de partis politiques se sont rendues compte que, qu'on le veuille ou pas, le chef de l'État a son titre de champion de la masculinité positive. Ce n'est pas un titre donné par la RDC, c'est un titre qui est venu de la communauté internationale. Nous avons souvent, depuis la nuit des temps, réclamé que le quota de l'article 14 de la Constitution, celui d'avoir une parité, chaque fois qu'il y a des nominations, que nous puissions avoir les 50-50, les win-win, comme on le dit assez souvent. Mais nous avons constaté que cette fois-là, l'effort est fait dans ce sens-là. Nous disons, nous voulons avoir un partenariat avec les chefs de l'État, nous les femmes chefs de partis politiques. Bientôt, vous nous verrez, quand notre charte sera finie, les adhésions de femmes chefs de partis politiques vont se faire. Ces mouvements, jusque-là, nous l'appelons la force politique des femmes chefs du parti politique, les mamans de la République. Bientôt, ces regroupements politiques vont voir le jour. C'est une grande coalition. Et je vous assure que lors de notre première sortie, nous avons vu déjà une vingtaine de partis. Bientôt là, vous allez voir que les mamans vont être sur le terrain. Les hommes ont fait leur part. Vous demandez si les mamans ne vont pas décevoir les papas. Les papas, parce que avant le gouvernement, j'avais vu la première dame aller plaider pour que la représentation de la femme soit également au détail au sein du gouvernement. J'étais avec un homme qui est également président d'un parti politique. Il dit, bon, les femmes parlent trop, mais apparemment, quand on veut décider, on ne trouve pas de femmes capables. Justement, les femmes parlent trop. Elles parlent trop, ou bien les femmes se plaignent pour faire la différence. Les femmes se plaignent parce que l'article 14 n'a pas encore à 100% été épuisé de sa substance. Les femmes voudraient simplement, et les femmes ont constaté que le chef de l'État leur a déjà tendu la main. Sur cette main tendue, nous les femmes, nous ajoutons la nôtre, la main tendue. Nous disons, les hommes ont fait leur part. Il y a eu ce qu'il y a eu. Mais autour des femmes aussi, il faut nous donner l'opportunité de faire notre part. Nous disons aussi, lorsqu'il veut y avoir des remue-ménages dans les institutions, il faut vous donner l'opportunité. Il faut prendre part. S'il vous plaît, vous attendez l'opportunité. Justement, s'il vous plaît, lorsqu'on veut donner, faire des remue-ménages dans les institutions, c'est aux hommes qui ont des partis et qui on demande d'aligner. Regardez ce qui s'est passé avec l'actuel gouvernement. À combien de fois le chef de l'État a restitué la liste pour que l'on mette un peu plus de femmes? Alors, les politiques, les acteurs politiques vous disent qu'il n'y a pas suffisamment de femmes. Nous disons que les femmes, il y en existe. Alors, au lieu qu'on continue cette discussion, les femmes existent, les femmes n'existent pas, nous faisons notre regroupement. Et dans ces regroupements, c'est considéré comme étant le grenier, si vous voulez, la pépinière, si vous voulez, sinon une banque de données. La source pour aller puiser. Sinon une banque de données où le chef verra qu'il y a des compétences avérées dans X domaine, il y a de l'expertise, il y a de l'expérience et il y a de l'ambition aussi. Au lieu qu'on vienne nous chercher comme avec une torche, nous disons on ne nous cherchera plus comme une torche. Nous offrons au chef cette banque de données. Et donc les hommes ont fait leur part, les femmes aussi vont faire leur part.
vous ne pouvez pas commencer à condamner les femmes avant de nous avoir vu à l'action. Mais en plus, il faut qu'on le dise, nous avons vu l'IGF en train de faire X nombre de contrôles. Combien de femmes avez-vous vu être mappées, comme nous disons nous les juristes, mis sous mandat d'arrêt provisoire? Combien de femmes avez-vous vu, femmes mandataires, avoir des démêlés avec la justice? Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore. Donc, mettez-nous d'abord à l'œuvre, mettons-nous à l'œuvre, et la critique, parce que l'œuvre humaine est toujours critiquable, nous la ferons un peu. Il faut donner l'opportunité à la femme, parce qu'elle a de l'expertise, aussi de s'exprimer. Vous venez de dire à tous les niveaux, merci, vous venez de dire ici que le chef de l'État va faire des mandats, une prophétie, ou soit vous voyez en lui la possibilité de gagner la confiance du peuple. Nous disons ceci. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels les chefs marquent ses pas. Ok, par exemple. Mais nous, encore ajoutons ceci. Pour ce qui nous concerne, nous les femmes. Déjà, aujourd'hui, quand vous regardez la configuration du gouvernement, nous sommes montés, le gouvernement et certaines autres institutions, comme dans les entreprises publiques. Nous avons même aujourd'hui une première femme, pour une fois, femme gouverneur de la Banque centrale. Alors, nous disons, les chefs nous ont déjà tendu la main. Et aussi ministre de la Justice, c'est aussi une femme. Oui, le ministre de la Justice est aussi une femme, mais il y a déjà quand même déjà eu des femmes ministres de la Justice. Nous disons aujourd'hui que les chefs de l'État nous ont tendu la main. Regardez même le gouvernement passé, le gouvernement Ibn Kamba. Nous avions pour une première fois eu une femme vice-premier ministre. Pour une première fois, c'était sous l'ordonnance de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais maintenant, même dans ce gouvernement ici, nous avons encore une femme VPM, comme nous le disons. Mais ce sont des innovations. Nous disons, nous, voilà quelqu'un qui a regardé la Constitution, qui s'est rendu compte que servir le peuple congolais, c'est aussi sortir la femme de ces carcans d'injustice. C'est aussi sortir les personnes vivant avec handicap de cet exercice, et de cette injustice. Et donc, dans ces lots-là, nous disons, il était temps que nous puissions avoir un répondant. Nous avons un répondant. Et pourquoi pas lui donner l'opportunité de pouvoir monter de 30% que nous sommes aujourd'hui, d'avoir les 50% réservés constitutionnellement. Ok. Madame Ernestine Luka, avant de parler de la situation de l'Est, parce que c'est ça même l'actualité, parce que vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes la voix de l'Union sacrée, vous avez souhaité que le chef de l'État puisse avoir le deuxième mandat. Au moment des campagnes, ce n'est pas encore le temps. Hein. Si le moment se présente, quel est le discours que vous allez apporter devant les gens? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques prouesses réalisées dans l'Union sacrée par le chef de l'État? Aujourd'hui, le peuple est en train de vous regarder et dire oui, dans ce secteur ici, il y a quand même des progrès. Je vais vous dire une chose. Hein. C'est vrai que nous ne sommes pas encore en pré-campagne. C'est vrai que nous ne sommes même pas encore à la campagne. Mais si nous commençons à faire les bilans aujourd'hui, beaucoup ne nous comprendront pas. J'aimerais quand même donner simplement 2 éléments. Les 2 éléments, à chacun de pouvoir cogiter là-dessus. Le premier élément, c'est pour la jeunesse. Pour la jeunesse, la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est un cheval de bataille sur lequel le peuple peut réellement s'appuyer. Il va en s'améliorant. Deuxième chose, c'est celui de voir comment la gente féminine est en train de prendre le dessus dans certains secteurs. Que vous le voulez ou pas, les choses sont en train d'avancer. Je dirais même un troisième élément, je vais m'arrêter par là. L'expérience que j'ai eue dans le passé du gouvernement,
je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes en train d'aller sur une bonne lancée par rapport à la mobilisation de nos recettes. De plus en plus, le coulage des recettes de l'État devient une question, on va dire, presque utopique. Pourquoi presque utopique? Parce que nous disons nous en droit, que la peur du gendarme, c'est bien le commencement d'une certaine sagesse. Hein? C'est bien le commencement pour qu'un pays puisse réellement renflouer les caisses de l'État. Et donc, hier, nous faisions la mobilisation des recettes, moyennant un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on fait la mobilisation des recettes, plus peut-être de la même façon, mais les acteurs en présence qui sont en train de faire, qui ont des assignations à remplir, surtout du côté de ce qui est nos régies financières, de plus en plus, on va dire, l'eau commence à devenir de plus en plus claire. Aujourd'hui, l'on sait qu'une institution telle que l'inspection générale des finances, je vais d'abord vous donner une petite anecdote. Moi, je suis l'enfant d'un inspecteur des finances. Première promotion de 1968, M. Nicodème Nyoka Kanida. Il était sur la liste des inspecteurs des finances. Et donc, j'ai grandi dans cette boîte de l'inspection générale des finances. Mais ce que nos pères ont été, avec ce que l'inspection des finances est devenue aujourd'hui, le poids a été donné à cette institution. Puisque le poids a été donné à cette institution, les recettes de l'État aussi ont subi un coup. Ils ont été boostés davantage par cette peur du contrôle. Aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte qu'il faut faire la part des choses entre sa propre poche et la caisse de l'État. Et donc, il y a des avancées. Il y a d'autres secteurs que nous pourrons citer si nous faisons une émission plus élaborée sur un bilan du chef à mi-parcours, parce que le mandat n'est pas encore fini. Nous le ferons davantage. Donc moi, je préfère que vous puissiez retenir aujourd'hui la mobilisation des recettes qui accroît de plus en plus. Je préfère encore que nous puissions parler de cette gratuité de l'enseignement qui s'améliore davantage. Et je préfère encore qu'on puisse parler aujourd'hui de cette question de la femme qui est en train aussi de prendre de l'ampleur jusqu'à arriver à 50% tel qu'il le veut la Constitution. Parce qu'à moins de 50%, on est en train de violer la Constitution. Oui, madame, vous avez donné des grandes lignes. 30 secondes. Il y a ceux qui pensent que le budget qu'Islam vient de présenter au Parlement, 14 milliards et quelque chose, c'est de la poudre aux yeux. Vous étiez quand même vice-ministre du budget. Pensez-vous que c'est la réalité? Moi, je ne pense pas que c'est de la poudre aux yeux. Il faut savoir comment se fait un budget. Un budget, c'est une prévision. Une prévision par rapport aux assignations qu'on donne aux différentes régies financières, par rapport aux différentes taxes qui peuvent être récoltées dans le pays, par rapport aux choses, aux différentes autres structures qui permettent à l'État de pouvoir emmagasiner un bon certain nombre de recettes. C'est ça le budget. Et puis, sans oublier, il y a aussi une part des apports extérieurs qui entrent aussi dans le budget. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une poudre aux yeux. Si l'on sait respecter les assignations, on peut y arriver. Si l'on sait conduire correctement la question des régies financières, la question de nos minerais, qui aussi qui est une des sources principales de la mobilisation des recettes, et si l'on sait canaliser, ôter tout ce qui existe, tout ce qui existait aussi comme différentes exonérations. Il y a des secteurs où on ne veut pas avoir l'exonération, mais il y avait des bénéficiaires d'exonération injustes, on va dire, alors que ce sont des impôts et des taxes qui devaient bénéficier à l'État. Et je dirais davantage que c'est vrai, nous ne sommes pas encore arrivés, nous ne sommes pas encore arrivés, parce que si nous diversifions notre économie, nous verrons que davantage
le budget va être une affaire revue à la hausse. Ce qui est vrai, tant que la mobilisation s'est faite avec un grand nombre de sérieux, avec une fermeture tout autour par exemple, les différents fonctionnaires ou les différents acteurs politiques et autres qui savent comment mettre l'État en difficulté pour tirer de l'argent à gauche. Si on sait fermer les tout avec un bon contrôle a priori et a posteriori avec les choses, l'inspection générale des finances, on va y arriver. Voilà. Merci Madame Ernestine Nyoka, vous avez compris ensemble avec moi que c'est une tête bien faite de la République. C'était juste à l'avant d'une émission bien élaborée où on peut également en parler en long et en large parce qu'elle est spécialiste également dans ça. Elle est présidente d'un parti politique CPD, Congrès des Patriotes Démocrates, un parti membre de l'Union sacrée. L'actualité reste également dominée par l'appel du chef de l'État à la mobilisation parce que nous avons un problème à l'Est avec le 23, les sous-traitants du Rwanda. Le président Kagame est derrière, se révèle. Alors, Madame Ernestine Nyoka, quand je suis entré ici, j'ai senti une mobilisation. J'ai vu de jeunes ici mobilisés dans votre parti pour répondre réellement à l'appel du chef de l'État. Qu'avez-vous fait pour que le jeune du parti ait l'enthousiasme comme ça pour soutenir le chef de l'État? Lorsque nous avions commencé le parti, nous avons eu une première réunion, nous avons expliqué la vision du parti et ces jeunes, ces mamans, autres cadres du parti ont accepté cette vision, ont accepté de soutenir le président de la République. Il faut dire que son discours, c'était un discours très mobilisateur. Mobilisateur pourquoi? Nous d'abord partons du nom de la dénomination de notre parti. C'est un congrès des patriotes démocrates. Les patriotes, nous savons ce que c'est. C'est des gens qui ont un nationalisme, un peu, on va dire, à outrance, une grande passion pour leur pays. Ces jeunes, ces mamans, ces papas considèrent que la question de l'Est, trop c'est trop. Trop c'est trop, on en a marre. Trop c'est trop, il y a les drames humains que l'on est en train de vivre. Au-delà de nos plus de 8 millions de morts qui sont déjà tombés, mais trop c'est trop, la population qui se trouve à Kiwanja, c'est des choses de Rutshuru, même ceux de Bunagana, les gens quittent leur lieu naturel d'habitation. Des endroits où les familles sont restées des années, je veux dire des siècles. Vous avez toujours été tout naturellement vivant dans ces secteurs, vivant dans ces villages, vivant dans ces différents territoires. Puis un beau jour, on vient vous mettre en insécurité. Personne ne veut que la mort le surprenne. Tous, nous voulons la paix. Mais regardez comment ces familles se déplacent. Passent la nuit à la belle étoile. Ces familles ne savent même pas comment avoir un petit moment de répit, mettre une casserole de feu et commencer à préparer. Ces familles, aujourd'hui, donc sous une intempérie impossible, dans des petites tentes, parfois même pas dans des petites tentes, à la belle étoile, parce qu'il faut leur venir en aide. Pour ceux qui ont déjà vécu à l'est du pays, on vous dira que le climat n'est pas celui de Kinshasa. Là-bas, il fait suffisamment, pour ne pas dire froid, il fait frais. Il fait vraiment frais par là. Si vous avez regardé les dernières images, je crois de la semaine passée, une vieille de maman de plus de 80 ans, à force de marcher, elle est tombée et elle est partie. Elle est morte. Vous savez ce que c'est la culture africaine? C'est un mort, on ne peut pas l'abandonner comme ça. Mais tout le monde se trouve dans les capacités de venir en aide à la maman, de lui faire ne plus qu'une sépulture digne de ses noms. Les gens s'arrêtaient, pleuraient, regardaient, mais il faut courir vite parce qu'il y a des crépitements de balles. Les jeunes du CPD se sont dit, les discours du chef de l'État les intéressent. Les discours du chef de l'État les interpellent. Au-delà d'écouter simplement le discours,
les jeunes se disent, nous avons aussi notre voix aussi à ajouter au discours du chef d'État, à dire oui à cette mobilisation générale, mais à dire au chef de l'État que les dialogues intercongolais, tels que le président de l'Union africaine est en train de vous appeler pour aller les choses le faire, ne doivent pas être faits. C'est quels Congolais qui vont aller discuter au niveau des choses qui sont appelées au niveau de l'Union africaine? Nous, les Congolais, nous sommes ici. C'est les gens qui sont en train de faire la guerre à Bunagana. Mais ce ne sont pas des Congolais. La guerre à Bunagana nous est infligée par le Rwanda et par l'Ouganda. Il ne faut pas avoir peur de citer nos agresseurs. Sont ceux-là nos agresseurs? Les M23, ADF et compagnie, ce sont simplement des instruments de ces pays. Et nous savons aussi qu'au-delà du Rwanda, de l'Ouganda, en fait, la communauté internationale elle-même prend une grande part à cette agression. Lorsque vous suivez il y a la mémoire derrière lorsque vous suivez le secrétaire général Antonio Guterres qui vous dit l'M23 est suréquipé, est très équipé, plus équipé que oui, des armes sophistiquées, plus équipé qu'une armée régulière. Donc il vous dit, c'est un aveu de faiblesse. Nous n'avons pas cet armement-là. Nous ne savons pas comment battre comment participer avec le FARDC à faire partir ces agresseurs. On lui demande ses armes, alors ils viennent d'où? Le suréquipement là, de quelque part. Là, il s'est un peu trahi. De quelque part, la communauté internationale en sait quelque chose. C'est comme ça que les jeunes du CPD, le CPD de manière générale, saluent le discours du chef de l'État. Parce que le chef nous a fait un discours de redevabilité. Il a essayé d'expliquer, depuis que j'ai pris le pouvoir, j'ai privilégié l'aspect diplomatique. Ça, nous l'avons saisi avec vous. La bonne foi avec j'ai ouvert le Congo sur la scène internationale. J'ai sorti le Congo de son cloisonnement. Notre bonne foi, nous l'avons prouvé. Mais malgré cela, on nous a poignardé dans le dos. Donc aujourd'hui, l'appel est fait aux Congolais. Il n'y a nul autre que le Congolais peut défendre son territoire. Nul. Il n'y a personne d'autre que le Congolais qui peut défendre son territoire. Les Congolais, oui, mais quand même, il y a les acteurs politiques majeurs, loin de moi de vous lancer dans des problèmes avec les autres, mais parce que nous parlons politique, il y a un acteur politique majeur, Vital Kamerhe, qui a proposé un dialogue à 3 ou à 4, donc le M23, l'Ouganda et le Rwanda. Pensez-vous qu'il faut suivre cette logique? Moi je dirais, la logique aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue intercongolais. C'est un dialogue d'affaires avec des États. Il faut que nous puissions comprendre. Parce que lorsqu'on parle de la communauté internationale, les pays membres des Nations Unies, la RDC est un pays membre des Nations Unies. Pourquoi les Nations Unies feraient 2 poids 2 mesures? Pourquoi on regarderait davantage le Rwanda et qu'on ne regarderait pas la RDC? Pourtant, la RDC subit une agression vraiment injuste. Et quand l'on regarde la façon que les choses se font, c'est des mouvements politico-militaires. Hier, on commençait sous une certaine forme, et aujourd'hui, la mutation se fait progressivement. Tenez par exemple le chef a dit dans son discours, il a constaté qu'en 2013, l'M23 était quand même défait par l'armée régulière. Et un accord avait sanctionné, l'accord cadre d'Addis Abeba, je crois le 24 février 2013. Cet accord avait sanctionné cette réédition d'M23. Et les M23, une bonne partie, sont rentrés au pays. Il y a même, on va dire, un mouvement, un parti politique. Il y avait Brassage, les autres sont des. Il y a même un parti politique. Il y a même un parti politique. Et au-delà du parti politique, il y a eu dans l'armée des brassages, des mixages, tout ce que vous voulez, l'intégration. Aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que c'est une bonne foi flouée. Parce que dans ces infiltrés, comme ça se fait souvent
dans les pays frontaliers à autres pays, on ne sait plus très bien qui est congolais, qui ne l'est pas. On ne sait plus très bien. Parce que ces gens eux-mêmes prêtent le flanc. Lorsque vous suivez la substance de ce que ces groupes armés sortent, on vous dit non, non, nous on est venus pour défendre les intérêts des populations Tutsi du Congo, des populations anglophones. Alors qu'au Congo, il n'y a pas un problème particulier entre les populations au niveau de l'Est, où par exemple les Bashi, les Rega, oui, les gens de, je sais pas moi, de Babangu Bangu ou autres sont en train de se battre avec les populations. La plupart sont sur le plateau de Minembwe ou bien entre la frontière Fizi du côté du Sud Kivu. On n'a pas ce problème-là. Mais pourquoi est-ce que des mouvements doivent se créer pour dire que nous venons pour défendre ça? Quand on regarde la configuration au Sénat, quand on regarde la configuration au niveau de l'Assemblée nationale, mais ces populations-là, ceux qui ont été élus, ils sont là. Ils ont été élus. Mais pourquoi vouloir toujours stigmatiser? Nous comprenons que l'affaire est ailleurs. Il s'agit d'une guerre économique. Il s'agit d'un long programme de la balkanisation qui n'arrive toujours pas à voir les jours, qui ne sait pas réellement donner son vrai visage. La question des richesses du sol, du sous-sol, des forêts et des eaux de la RDC reste une question capitale. Donc le problème de la RDC, c'est ses richesses, c'est ce qui fait que... la guerre n'est pas simplement une guerre de territoire, une guerre de territoire, mais c'est aussi une guerre économique. Okay. Alors, à cette guerre-là, les CPT dit, nous n'en voulons pas. Ce que nous voulons, comme l'a dit le chef, nous lui demandons davantage le budget de l'État à mettre une part considérable pour nos forces armées. Il a déjà commencé la mise en place au niveau des forces armées. Nous lui demandons davantage que les unités, même combattantes, ou le commandement qui se trouve dans le Grand Nord jusqu'à Ituri, tout ça, surtout ceux qui ont déjà fait 10 ans, ils sont toujours dans la même contrée. Les chefs coutumiers. Ils sont devenus pratiquement, voilà, il faudra absolument un sang nouveau, un sang neuf, pour que aussi que cette guerre-là ait réellement des répondants. Je crois que vous avez vu l'engouement des jeunes. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, il y a des jeunes qui sont prêts à aller s'envoler dans l'armée. Il y a même plus de 3000 là. Dans la partie dans le nord Kivu, les jeunes qui côtoient tous les jours les crépitements de balles, je pense qu'ils sont déjà les premiers à se lever. Alors, nous, au CPD, nous disons, nous n'allons pas rester indifférents en train de les regarder. Cette question nous concerne tous. Cet amour du patrie nous concerne tous. Cette mobilisation générale nous concerne tous. Seulement, nous ajoutons, au-delà d'avoir un budget conséquent, que les chefs de l'État trouvent le moyen, on ne sait pas comment on va appeler ça, un dialogue national, un forum national, une concertation nationale, toute forme de nom, mais pourvu qu'au niveau du pays, les partis, au niveau interne, les partis politiques, la société civile, les forces vives de la nation, tout le mouvement, tout ce qui est organisé en association et tout, que les chefs puissent voir comment pouvoir parler au niveau du pays, parce que sûrement nous aurons des pistes de solutions, parce que sûrement différents programmes, différentes stratégies peuvent être données, des stratégies qu'on ne pourra peut-être pas donner sous la voie publique. Merci. Mais au chef de prendre son bâton de pèlerin, comme il a déjà pris, pour pouvoir parler avec nous. Parce que la guerre n'est pas seulement une guerre des armes, c'est aussi une guerre diplomatique, mais c'est aussi plus une guerre médiatique.
Merci Madame Ernestine Nyoka, nous chutons avec vous. C'est vrai, le gouvernement a acheté des armes. On a vu même les avions de chasse en train de circuler. Il y a même un communiqué du gouvernement rwandais qui condamne la RDC que ces avions ont même circulé sur l'espace rwandais. Alors, si la solution n'est pas seulement de la guerre, il faut également soigner à l'interne. Donc, il y a des fissures. Est-ce le chef de l'État n'a plus le choix? Il faut refaire un gouvernement, associer les mécontents pour consolider l'unité. C'est également votre mot de la fin. Moi, je ne suis pas d'avis qu'un dialogue doit donner simplement lieu à un gouvernement. Je ne suis pas simplement d'avis de cela. Parce que je me dis aussi qu'il faut réfléchir profondément sur les questions du pays. Il faut réfléchir pourquoi il y a des infiltrations. Sur ces questions-là, il faut pouvoir répondre. Il faut réfléchir pourquoi est-ce que nos forces armées, nos éléments de la police peuvent facilement quitter l'armée régulière et se retrouver de l'autre côté, chez les ennemis. Pourquoi est-ce que c'est possible? Pourquoi est-ce que nous sommes condamnés, nous, à subir la communauté internationale? Pourquoi nous ne pouvons pas prendre les devants sur cette communauté internationale? Que font nos services de renseignement? Renseignement civil, renseignement policier et renseignement militaire. Nos services font quoi? C'est tout cela que nous avons voulu que les chefs donnent l'opportunité. Échoppe des idées, on le dit, on verra la lumière. S'il y a possibilité que d'échanger un ou l'autre élément, c'est du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Nous pensons quand même que, bon, à une année des élections, peut-être un gouvernement de salut public pour taper fort sur la guerre, mais est-ce que ce sont les acteurs politiques qui vont taper fort sur la guerre? Ils peuvent donner des extra parlementaires. Nous qui ne sommes pas les élus du peuple. L'union sacrée, lorsqu'il y a réunion, nous ne sommes pas conviés. Nous aurons souhaité que la question soit recadrée. Parce que la vision du chef de l'État, cette vision que nous soutenons, c'est effectivement la vision de l'union sacrée. Alors, lorsqu'il y a réunion de l'union sacrée, nous souhaiterons que les partis extra-parlementaires, ce qui ne se retrouvent pas au Parlement, nous qui constituons la majorité présidentielle, que nous puissions aussi être invités parce que nous avons à dire, nous avons des stratégies à donner. Merci. Merci, Madame Ernestine Nyoka. Je vous donne 30 secondes. Regardez la caméra. Comme présidente de CPD, Congrès de Patriotes et Démocrates, qu'avez-vous envie de dire? Vous n'avez pas été pendant l'émission. Regardez la caméra, c'est votre commande de la vie. Qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit pendant l'émission? Je pense que nous avons tout dit. Mais en ayant tout dit, je pense qu'une chose nous a échappé. La communauté internationale condamne le Rwanda. Puisqu'aujourd'hui, il y a un rapport mapping qui donne de preuves que c'est le Rwanda qui nous agresse. Puisqu'il y a cette communauté internationale qui a le rapport, nous disons condamner, c'est insuffisant. Il faut un tribunal international, on va dire. Il faut qu'il y ait cette justice pour que les Congolais victimes puissent tant soit peu recouvrer leurs droits. Merci, Madame Ernestine Nyoka. Vous avez compris, Madame Ernestine Nyoka, la tête bien faite de la République. Elle était vice-ministre du budget. Elle est honoraire. Elle est également membre de l'Union sacrée. Vous avez suivi, c'était votre entretien avec elle. Prochainement, nous allons encore chercher les têtes bien faites de la République d'une manière d'aider ceux qui dirigent à avoir les idées claires à la gestion et aussi chercher à soutenir le chef de l'État parce que l'Union sacrée, c'est pour le salut de la nation. Restez fidèles à leur parole.